Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Croquer du chocolat au bureau, dévorer le paquet de biscuits devant la télé, avaler des morceaux de fromage pendant que le dîner mijote. Et si s'octroyer un petit goûter peut avoir du sens, le grignotage fréquent n'est en revanche pas sans conséquences. Mon invitée aujourd'hui est naturopathe et coach certifiée en nutrition, fondatrice du réseau d'ambassadeurs détox perte de poids et formée à la chronobiologie alimentaire. Passionnée par l'alimentation saine et gourmande, elle aide chacun à trouver la solution adaptée et publie aujourd'hui « Je me libère du grignotage » aux éditions Erol. Alors, quelles sont les causes profondes de nos fringales, émotionnelles ou physiologiques ? Comment identifier les pièges à éviter ? Comment adopter un programme anti-grignotage ? Pour adopter tous ces conseils simples, savourer des recettes gourmandes et rassasiantes et se libérer du grignotage une bonne fois pour toutes, je reçois dans Métamorphose Esther Schmitt. Bonjour Esther. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie de te retrouver là aujourd'hui. On avait déjà fait 2 podcasts ensemble sur la détox, sur se libérer de la fatigue que nos auditeurs et nos auditrices pourront évidemment retrouver. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler du grignotage avec ce livre qui paraît tout juste aux éditions Erol. Alors, je le précise aussi par déontologie, j'ai la joie de publier ce livre en tant que directrice d'ouvrage chez Erol. On se retrouve là pour parler de ce sujet. Comment a été le grignotage, toi d'ailleurs, dans ta vie, Esther ? Est-ce qu'on peut commencer par là ? Est-ce que ça a été un sujet ou finalement pas tant que ça ? Alors c'est devenu un sujet quand je suis devenue plutôt une jeune femme et que j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai pas souvenir en fait en étant enfant de grignoter beaucoup puisque je me rappelle très bien que ma mère achetait dans les années 80, tu vois, ces barres chocolatées avec plein de choses dedans qui finissaient au fond du placard. Donc, j'étais pas une enfant qui grignotait. En revanche, quand j'ai quitté la maison de mes parents et que j'ai commencé à travailler, à être en couple, à avoir des enfants et probablement une vie incontestablement plus stressante à un moment donné, le grignotage est venu à ce moment-là, ouais. Ah oui. Donc, c'est vraiment plutôt en prenant un peu d'âge que c'est venu. Est-ce que tu as pu identifier, toi, la cause du grignotage ? Alors, chez moi, c'était plutôt relié à mon stress et à mes émotions. C'est vrai que, au départ, avant d'être naturopathe, j'avais un emploi de salarié, j'avais des jeunes enfants. J'étais une jeune femme, assez tranquille, mais avec un quotidien plutôt traditionnel. Tu vois, je me posais pas encore à l'époque beaucoup de questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie, sur comment j'avais envie d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Et donc forcément, comme j'étais pas toujours à la bonne place d'un point de vue professionnel, j'étais pas mal stressée, beaucoup sur les routes, Et c'est vrai que
la moindre contrariété, le mail que tu reçois de ton chef de service ou une dispute avec quelqu'un un client ou une copine, ça pouvait m'emmener vers du chocolat, des gâteaux, des boissons sucrées. Et effectivement, moi, ça a été une cause très, très importante, ouais. Alors, est-ce que le grignotage est fondamentalement mauvais pour nous, ces fameuses fringales? Est-ce qu'elles ont des conséquences sur notre santé? Ou est-ce qu'elles peuvent être aussi un peu sans conséquences? Tout dépend un peu de leur mesure, on va dire. Oui, alors c'est toujours pareil. Moi, je suis toujours en quête d'équilibre, en fait. Si tu grignotes un petit peu, si c'est du grignotage, du vrai grignotage, ou si c'est du grignotage plaisir, déjà ça, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que à force de grignoter tous les jours et de manière constante et régulière, d'un point de vue physiologique, on est constamment en train de stimuler en fait notre système digestif, qui à un moment donné est très clairement surchargé parce qu'il travaille trop, donc il se fatigue. Et moi, j'ai toujours cette phrase où je dis toujours: le corps, il est fait pour 3 choses: digérer, se soigner et donner le chemin de vie. Donc, tant qu'il digère, il peut pas se soigner, et tant qu'il soigne, il peut pas donner le chemin de vie. Et donc, ce qui se passe quand on passe notre temps à grignoter, c'est qu'on est dans cette surstimulation du système digestif qui finalement n'a jamais véritablement de pause, et donc il ne peut pas favoriser l'auto-guérison du corps. Et ça, c'est le premier problème, parce qu'après, on peut avoir des petites maladies, et de petites maladies, on va vers des maladies chroniques, et de maladies chroniques, on peut parfois aussi arriver vers des maladies plus compliquées, comme les maladies dégénératives. Donc effectivement, voilà, ça dépend de chaque personne. On sait que le corps reste quand même un mystère, quelque part. Mais moi, je dis toujours, autant prendre les choses dès le départ et faire de notre mieux pour pas tomber effectivement dans les pièges du grignotage. C'est vrai qu'on grignote, et finalement le corps n'est jamais au repos, ce que tu disais. Est-ce que on grignote principalement, dans les profils que toi tu as observés, du sucre, ou finalement les gens grignotent un peu de tout? Est-ce qu'il y a des profils particulièrement grignoteurs de telle ou telle chose? Est-ce que tu peux nous éclairer, Esther, là-dessus? Oui, bien sûr. Alors effectivement, j'avais interviewé une dizaine de personnes dans le cadre de l'écriture de ce livre, et on va dire que dans 8 cas sur 10, les personnes grignotent quand même plus du sucre que du salé. Alors il y a un petit peu 2 moments dans la journée. Il y a le sucre, le grignotage sucré tout au long de la journée. Et après, il y a un autre moment, c'est souvent le soir à l'apéritif, ou quand on rentre du travail, entre le moment où on rentre du travail et le moment où on va passer à table, où là, il y a du grignotage. Alors effectivement, il y a les personnes qui sont plus sensibles à leurs émotions, à leur stress, qui ont des quotidiens surchargés. Ça, ce sont des personnes effectivement qui vont avoir tendance à grignoter souvent dans la journée. Et généralement, les personnes qui ont des profils plutôt stressés, angoissés, ce sont des personnes qui vont plus aller vers le sucre. Ce qui est normal, quelque part, puisque le stress en fait est lié en fait à notre cortisol. On a différents pics tout au long de la journée. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un coup de stress, on va avoir une sécrétion de cortisol dans le corps, et donc ça va augmenter systématiquement notre dopamine, et donc on va vouloir systématiquement manger quelque chose de sucré. Donc effectivement, les personnes stressées, les personnes reliées à leurs émotions, et après les personnes qui sont vraiment dans le plaisir de manger, tu vois, qui ont envie de découvrir plein de choses. Donc elles vont effectivement grignoter tout au long de la journée différentes choses. Mais pour ces personnes aussi, à terme, ça peut être effectivement néfaste. Alors justement, on a parlé un peu des effets délétères du grignotage. Quels sont les bienfaits d'arrêter le grignotage quand même, pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent? Oui. Alors les bienfaits, déjà, en tout cas pour moi, un des bienfaits principaux, c'est quand même d'apporter du rythme dans ses repas. Je pense que avoir une journée rythmée, apporter les bons nutriments à notre corps, ça permet en fait de le nourrir correctement, de lui donner les nutriments dont il a besoin. Moi, je fais toujours le distinguo entre s'alimenter et se nourrir. Quand on s'alimente, on va manger, on se pose pas vraiment la question de savoir ce qu'on va manger. En revanche, quand on est vraiment dans une démarche nutritive, on met de la conscience en fait sur le choix des aliments pour donner les nutriments dont le corps a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Donc effectivement, les bienfaits, c'est d'amener du rythme dans ses repas, de savoir exactement quelle est l'alimentation qui est juste pour nous, et ça va avoir des conséquences comme un meilleur sommeil, une meilleure dynamique au niveau de la motivation, une augmentation de l'énergie, une clarté d'esprit. Donc on a tout intérêt effectivement à se prendre en main, si je puis dire, pour pouvoir accéder à tous ces bienfaits. C'est pas seulement des petites choses. Je trouve que arriver à
à déployer cette clarté d'esprit qui après dure dans le temps, c'est absolument fabuleux. Ça augmente la conscience, ça nous permet de faire de bons choix pour soi finalement dans la vie de tous les jours et dans le futur. Est-ce qu'on peut vraiment se libérer de nos compulsions alimentaires ? C'est vrai que quand on voit dans notre entourage ou même pour soi-même que c'est parfois difficile en fait d'en découdre, même s'il y a des périodes où on est un peu en répit, on est dans une forme de contrôle et puis parfois on a l'impression de retomber dedans c'est comme des addictions, hein, c'est le même phénomène, c'est une addiction. Oui, alors effectivement, ça demande un petit peu de gentille discipline, parce que moi j'aime pas vraiment la discipline, hein. J'aime pas quand on doit forcément par obligation rentrer dans quelque chose et se dire jamais plus je ne grignoterai. L'idée c'est pas tellement, en tout cas c'est pas le message que j'ai voulu véhiculer dans ce livre. L'idée c'est d'arriver à s'en libérer et d'arriver à mettre en place une nutrition qui soit juste, plaisante, joyeuse et saine pour soi. Et après, souvent, le cadeau qu'on peut retrouver derrière, c'est qu'on va pouvoir encore se permettre de grignoter des choses, mais comme on va avoir plus de conscience et plus d'écoute au niveau de son corps, de ses symptômes, de son énergie, de sa santé, on va savoir exactement quoi manger et qu'est-ce qu'on va pouvoir se permettre de grignoter. Moi, aujourd'hui, j'ai une alimentation qui est très plaisante, même si j'ai un quotidien quand même relativement sain, mais je peux me permettre encore de grignoter de temps en temps, mais je ne grignote absolument plus comme j'ai grignoté il y a quelques années. Et je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment se responsabiliser. Aujourd'hui, on est dans un monde où enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, mais où on a la possibilité de se soigner sur certaines choses hyper vite. En 2 clics, tu peux acheter presque ce que tu veux sur Internet. Tout va vite et tout se fait presque facilement sur certaines choses. Là, ça va demander un petit peu de discipline, mais ça va demander un petit peu de conscience. Ça va demander de se prendre un petit peu en main, de se responsabiliser. Et le cadeau derrière, plus de clarté d'esprit, meilleure santé, meilleure vitalité. Et puis pour de vrai, on va pouvoir encore grignoter un petit peu après, si on grignote les bons aliments. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Oui. évidemment, on va parler un peu plus tard de ton programme. Simplement pour finir un peu sur le tableau du sujet, est-ce que notre entourage a vraiment une influence sur nous importante dans ce grignotage ? C'est-à-dire la façon dont mes parents peut-être se comportaient par rapport au grignotage ou dans mon quotidien, si je suis au bureau et que je vois mes collègues toujours en train de prendre, comme tu disais tout à l'heure, des barres chocolatées, etc. Est-ce que ça finit par influencer notre cerveau ? Bien sûr, parce qu'on a ce qu'on appelle en fait des conditionnements, hein. Donc déjà, l'enfant quand il vit avec sa famille, il va mimer en fait ce que font les parents. Donc il va tendance à reproduire en fait l'alimentation que les parents ont eue pendant toute leur vie. Donc si les parents grignotent, effectivement, l'enfant lui il va grignoter aussi. Et généralement, il va pas forcément à l'âge adulte se poser la question de savoir tiens, je grignote, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça fait partie de ces automatismes. Après, en ce qui concerne l'entourage, oui, parce que l'alimentation, la nutrition, enfin manger aujourd'hui de manière générale, c'est aussi une manière de nous relier aux autres. Donc ça, on le voit bien quand on est au bureau toute la journée, on a la pause café à 10h avec les copines, on a aussi envie de participer, de rentrer dans la discussion et parfois le fait de manger un croissant suivi d'un carreau de chocolat avec un café, je ne sais quoi, ça permet de créer du lien. Donc ça, c'est pour la partie de l'entourage. Et puis après, il y a toutes les interactions qu'on va avoir. On est des êtres vivants, donc on capte aussi les énergies de l'être humain qui est en face de nous. On va capter ses émotions, on va capter beaucoup de choses, on va capter l'énergie. Et c'est vrai que parfois, on peut récupérer aussi des autres leurs croyances, leurs émotions, ce qui va venir générer des propres émotions chez nous, ce qui peut à ce moment-là nous donner envie de grignoter pour gérer une émotion, pour gérer un stress. Donc effectivement, le centrage, l'ancrage, ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes quand on est dans une démarche de santé, de reconstruction intérieure, quoi. À quel moment on peut faire le distinguo entre le grignotage, qui devient un peu plus important, et la pathologie vraiment de la fringale alimentaire, qui est de l'ordre effectivement de l'addiction très forte? Alors grignoter, quand on grignote, en fait, souvent on va grignoter par petits bouts. Tu vois, on va prendre une petite glace, on va prendre un bonbon qui traîne, on va prendre un petit carreau de chocolat, mais on n'est pas dans un objectif de se remplir véritablement.
Après, quand on est dans des pathologies plus compliquées, là, ce sont des sentiments très profonds, très intérieurs. On a besoin de manger beaucoup pour se remplir, pour combler quelque chose qui a besoin incontestablement d'être réajusté. Donc, ce sont effectivement deux choses différentes. Souvent, dans le grignotage, il y a presque une espèce de, j'ai envie de dire, de timidité, tu vois, à piquer ce petit bonbon qui traîne ou piquer ce petit carreau de chocolat qui est posé sur la table. Donc, on est plus dans cette dynamique-là. En revanche, effectivement, la pathologie, c'est là, je mange beaucoup, plusieurs fois par jour, et parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit être soigné. D'ailleurs, tu évoques deux types de causes, les causes physiques et les causes émotionnelles, en fait, au grignotage, qui peuvent être parfois même liées, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être en commençant par celui que tu veux, tiens. Alors les causes physiques, oui. Donc moi, je suis très très attachée effectivement à l'alimentation qui est issue de la chronobiologie alimentaire, c'est-à-dire de placer les bons aliments aux bons endroits dans la journée, parce que c'est vrai que depuis 10 ans que je fais des consultations et je le vois même sur moi et sur mes proches, je vois bien que quand on met les bons aliments au bon endroit dans la journée, théoriquement notre corps il a ce dont il a besoin, il a tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, les acides aminés, le bon sucre au bon endroit dans la journée, donc théoriquement il va pas venir toquer à la porte pour venir nous demander autre chose. Donc généralement, quand on a une alimentation qui est inadaptée, quand on mange déjà beaucoup de sucre, alors que ce soit le sucre rapide, les pâtes à tartiner au chocolat, la confiture, les gâteaux, les petits pains, voilà, ça c'est du sucre rapide. Et puis après, tu as aussi les sucres lents, tu vois, les pâtes, le pain. Quand on a une alimentation qui est, voilà, le riz, quand on a une alimentation qui est très riche avec ces farines-là, ça va augmenter effectivement le grignotage. Donc ça, c'est vrai que c'est pour ça que c'était très très important pour moi de créer, en tout cas, une méthode qui soit basée sur les fondements de la chronobiologie alimentaire. Ensuite, sur la partie émotionnelle, c'est vrai que le stress, alors c'est un peu galvaudé, je sais bien qu'on parle du stress depuis longtemps et on sait très bien que le stress n'est pas bon pour la santé, mais c'est vrai que dans le cadre du grignotage, le stress augmente l'envie de grignoter. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, qui est un grand consommateur de sucre, quand il a besoin en fait de gérer un stress, de gérer un coup de gueule avec quelqu'un, une dispute ou un problème, il va pomper toute l'énergie du cerveau pour pouvoir résoudre ce problème. Et après, généralement, on se sent complètement à sec et du coup, le corps va avoir besoin de quelque chose, d'un remontant, quoi. Et généralement, c'est souvent vers le sucre qu'on va aller. Voilà. Donc, c'est vrai que les émotions, le stress, c'est un terrain qui est extrêmement favorable au grignotage. Et aujourd'hui, on voit bien que le stress, c'est quotidien. C'est quotidien dans la famille, c'est quotidien sur le lieu de travail, c'est quotidien dans les interactions avec les personnes. Donc, c'est toujours pareil. On va pas se couper du monde, on va pas se couper de notre entourage, on va pas changer de boulot du jour au lendemain. Mais c'est toujours de revenir, en fait, à l'intérieur de soi pour se créer presque, j'ai envie de dire, une espèce de grotte intérieure qui va nous permettre, voilà, de continuer à avancer dans ce monde qui change en permanence. Est-ce qu'il y a des causes externes liées à nos moments de vie ? Je pense, effectivement, tu parlais de cette étape d'être maman, d'avoir des enfants. Ça peut être aussi même au cours de son propre cycle. Avant les règles, par exemple, on peut avoir des fringales plus importantes ou pendant, typiquement. Oui, alors effectivement, tous les moments de transition sont importants. Donc, des moments de transition, on en a effectivement beaucoup dans la vie. Quand on change d'activité professionnelle, tu le disais tout à l'heure, quand on devient maman. Mais ça peut être aussi, un repas avec la famille, par exemple, qui nous fait un petit peu stresser, qui nous fait angoisser. Les femmes, effectivement, à différents moments, quand elles ont leurs règles, tout ce qui va venir, en fait, j'ai envie de dire, perturber entre guillemets, c'est pas négatif quand je dis perturber, mais tout ce qui va un petit peu changer notre routine sur laquelle on se sent bien. À partir du moment où il y a quelque chose qui vient interagir sur notre routine quotidienne, là effectivement il y a un risque plus élevé de grignotage. Donc c'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, j'ai beaucoup insisté sur le fait de prendre ça comme une aventure et de ne jamais mettre la culpabilité au centre de cette aventure de « je me libère du grignotage », mais de prendre ça comme un chemin d'expérimentation, de prendre ça comme une façon de s'observer sans se juger, sans culpabiliser, mais juste de voir en fait ce qui se pose sur ma route et comment est-ce que je vais réussir à contourner ça. Parce que pour moi, plus on expérimente, plus on fait, mieux on
se connaît, et mieux on va réussir la prochaine fois à avancer dans la direction vers laquelle on veut aller. Et c'est vrai que dans ton livre, tu définis aussi des sortes de profils un peu de grignoteurs entre les hypersensibles, ceux qui pensent trop, ceux qui sont créatifs, créateurs, conscients, etc. On peut se reconnaître plus facilement dans un profil qu'un autre, ou parfois c'est un mélange un peu de tous ces profils? Souvent, on se reconnaît un petit peu dans différents profils. Disons que généralement, les trop penseurs, les surstressés, ce sont les profils généralement dans lesquels on se reconnaît le plus, puisqu'on on pense trop, ça c'est très clair. Après, généralement, voilà, on a aussi, les personnes qui sont plus effectivement dans la création. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir plein d'idées à la minute, qui vont avoir envie de créer plein de choses, qui vont monter des projets, qui vont avoir envie d'écrire des livres. Donc ça aussi, ce sont des personnes qui ont un mental qui est souvent surchargé et qui va demander beaucoup de stimulation intellectuelle. Et donc, ces personnes-là aussi peuvent avoir tendance à grignoter. C'est ça. Alors toi, tu nous proposes une méthode un peu d'attaque en 7 jours. Oui. Au départ, quelle serait justement la première étape, quand on se dit j'ai envie d'en finir et de me libérer de ce grignotage? Alors la première étape déjà, c'est de mettre de la conscience sur le fait qu'on grignote. Sans se juger, sans culpabiliser, mais de se dire, OK, maintenant, je suis prête à me libérer de ça. Et donc, j'ai envie effectivement de faire confiance dans cette méthode. J'ai envie vraiment maintenant de poser un acte qui soit à la hauteur de cette libération. Et effectivement, cette méthode, j'ai voulu la créer en 7 jours dans ce qu'on a appelé la cure d'attaque, de manière à créer comme un espèce de reset, tu vois, vraiment. Il y aura un avant, il y aura un après. C'est vraiment de se consacrer 7 jours, de supprimer les aliments qui vont nous encrasser, qui vont en tout cas avoir des digestions beaucoup beaucoup trop longues en fait pour le corps, et de dire à un moment donné, je vais choisir certains aliments que je vais manger pendant 7 jours, ce qui va permettre de faire un reset complet et de repartir sur des bonnes bases après, pour justement remettre une nutrition juste, saine et vraiment nutritive pour le corps. Ça va être le go, en fait. Cette cure d'attaque, ça va être le point de départ, ça va être le go. Alors, puisque tu parles d'aliments, est-ce qu'il y en a qu'on va privilégier pendant cette cure d'attaque et d'autres, au contraire, qu'on va un peu éviter? Oui. Alors, effectivement, on va... d'abord, pour mettre la lumière sur ce qu'on va pouvoir manger, moi, j'ai choisi, en fait, j'ai sélectionné des aliments qui permettent, en fait, de ne pas donner de carence au corps. Parce que souvent, la peur, en fait, quand on rentre dans une cure d'attaque, dans une diète ou une espèce de détox de quelques jours, souvent, les gens ont peur d'être carencés. On n'est jamais carencé quand on fait une cure comme ça sur 7 jours. Mais là, effectivement, ce sont des aliments qui rassemblent tous les nutriments dont le corps a besoin. Donc, on va garder tous les fruits, on va garder les légumes, on va garder les oléagineux, on va garder les huiles, on va garder la quinoa qui, elle, est très, très riche en protéines. C'est une graine qui se digère hyper vite, qui est très riche en protéines, donc elle est extrêmement bénéfique pour le corps. Elle est aussi très riche en calcium, donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et après, on va avoir certaines légumineuses, comme les lentilles et le pois chiche. Pareil, tous les deux sont très, très riches en protéines. On en a vraiment besoin pour que notre corps fonctionne bien, donc on va garder ces aliments-là. Ensuite, on va effectivement supprimer tout ce qui est sucre rapide. On va supprimer l'alcool. On va supprimer les protéines animales. Alors, pas que les protéines animales soient mauvaises en soi, c'est juste que... comme on cherche à avoir des digestions presque express, en tout cas le plus rapide possible pour justement favoriser cette auto-guérison une fois que la digestion est passée, on va supprimer effectivement tous ces aliments-là qui vont avoir tendance à nous emmener vers des digestions plus conséquentes. L'alcool, on le supprime parce que c'est un petit peu un piège. En soi, c'est pareil. Boire un verre de vin une fois de temps en temps, c'est pas mauvais pour la santé, mais si on a l'habitude de se faire des apéritifs régulièrement, on a tendance effectivement à vouloir grignoter un petit peu à côté, alors que là, ce qu'on cherche, c'est vraiment de faire un reset complet. Donc, on garde les protéines, on garde toutes les vitamines, on garde les minéraux et on enlève en fait tout ce qui est sucre, tout ce qui est alcool, les protéines, donc tout ce qui concerne effectivement la viande, le poisson, le fromage. Et donc, j'ai proposé dans le livre tout un planning en fait de recettes justement pour que les personnes ne soient pas complètement perdues
dans l'application de cette méthode, parce que notre cerveau, il est toujours pareil. Il est incroyable. Il met toujours le focus sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors que donc là, on peut se dire ah bah tiens, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Bah tiens, qu'est-ce que je vais manger? Alors du coup, je peux rien manger. Et ben non, justement, il y a une grande liste d'aliments qu'on va garder. Et l'idée de proposer ce planning de recettes, c'était voilà pour que ce soit simple et que ce soit pratique et que ça se mette en place de manière fluide et quand même joyeuse. Alors c'est vrai que par rapport à cette cure d'attaque, est-ce que tu peux nous donner un exemple de repas ou peut-être d'une journée, tiens, comme ça, pour qu'on s'imagine bien ce qu'on doit manger, par exemple à quelle heure, puisque toi tu es quand même une experte en chronobiologie alimentaire, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est très important pour toi de placer les bons aliments au bon moment dans la journée pour pas avoir soit ces pics de glycémie et donc ces fringales qui arrivent derrière. Donc peut-être une journée type comme ça, si ça te va. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je suis attachée aux horaires des repas. Maintenant, je dis aussi toujours que on mange quand on a faim. Si on n'a pas faim, ça sert à rien de manger quelque chose parce que peut-être que le corps, il est soit en train de digérer un repas, soit il est en train de digérer une émotion. Donc, l'appel à la faim doit être quand même primordial. Si maintenant, effectivement, on est sur un rythme de 3 repas par jour, dans le cadre de la cure d'attaque, moi, je préconise effectivement beaucoup de fruits, même des légumes le matin. Donc, au petit déjeuner, on peut tout à fait se faire une très, très belle assiette de fruits avec 3 couleurs différentes. Donc, toujours choisir des bons produits de qualité et de saison, bien évidemment. Une assiette de fruits, on va pouvoir rajouter des oléagineux comme des amandes, des noix de cajou, par exemple. Et on peut l'accompagner, par exemple, avec un smoothie où on peut mettre, par exemple, des branches de céleri, de l'orange, de la pomme, un petit peu de carotte qu'on peut mixer avec de l'eau de coco. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup de l'eau de coco dans les smoothies le matin. On peut mettre des épinards. Voilà. Il y a plein de recettes aujourd'hui sur Internet sur les smoothies. Donc, on peut se faire, par exemple, salade de fruits oléagineux plus smoothie. Et ensuite, le midi, moi, j'aime bien toujours proposer des crudités en entrée. Parce que souvent, en tout cas, l'alimentation crue, elle est importante parce qu'elle permet de garder tous les bénéfices vitamines, minéraux, puisque ça n'est pas chauffé, donc tous les nutriments sont préservés. Donc, toujours avoir un petit peu de crudité en entrée. Moi, je dis toujours aux gens, voilà, faites-vous une petite assiette de crudité avec 3 couleurs différentes. Tu vois, ça peut être betterave râpée, au jus d'orange, ça j'adore, avec des petites écorces d'orange dessus, c'est délicieux. On peut mettre une salade de carottes, par exemple, une base de salade verte. Comme on a le droit de garder les vinaigrettes, les huiles d'olive, les huiles enrichies en oméga 3, on se fait une petite vinaigrette un peu sympa et toujours des petites herbes par-dessus, tu vois, de la ciboulette, de la coriandre, des graines germées. Moi, je suis fan, voilà, du persil, très riche en vitamine C. Avoir une petite assiette de crudité, ça va enclencher la digestion, on va sécréter en fait nos enzymes digestives, hein, donc ça c'est important. Donc on démarre avec ça et puis après, si on veut, soit on poursuit sur quelque chose de cru. Si c'est l'été qui fait très chaud, on peut poursuivre. Et sinon, on peut passer sur un plat chaud. Donc, on peut manger par exemple un curry de lentilles. Donc ça, c'est un plat que j'aime beaucoup dans le cadre de cette méthode. Donc des lentilles corail avec des légumes. On peut mettre des feuilles de curry à l'intérieur et puis des graines de moutarde. On peut complètement s'évader avec l'origan, la marjolaine, le thym, prendre quelque chose de parfumé, sans oublier les épices hein, comme le curry, le paprika. Voilà, se faire par exemple un beau curry de lentilles. Ça peut être le midi. Tu parles d'ailleurs que c'est important la créativité culinaire. Voilà, parce que là, quand on t'entend, on sent vraiment toute cette créativité. Certains pourront nous dire ah oui, mais moi j'ai pas le temps ou je suis pas chez moi à midi, etc. C'est assez simple en fait de rajouter là ce que tu as dit, mais il faut les avoir sous la main. Voilà, il faut les avoir sous la main. C'est pour ça que, alors je reviens au planning tout à l'heure, mais c'est vrai que je saisis la perche que tu me tends. Pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de manger comme ça ou qui ont un petit peu peur de se lancer en pensant qu'elles n'auront pas le temps, moi j'ai toujours, il y a un temps d'organisation à prendre en amont. Donc ce qui peut être pas mal, c'est par exemple de visualiser, tu vois, les repas qu'on va manger sur 3 semaines. On se dit par exemple lundi, mardi, mercredi, on se fait son planning de repas, on fait les courses en conséquence. Comme ça, on a déjà ce qu'il faut à la maison et on se colle sur son frigidaire les repas qu'on a prévu de faire. Comme ça, déjà, c'est clair. Tu vois, déjà, on sait ce qu'on va manger. Et l'idée, c'est de se prendre peut-être un petit peu de temps pour cuisiner. Mais si on prend l'exemple du curry, par exemple, ou des plats un petit peu tout faits, c'est quelque chose que tu peux lancer, que tu peux laisser mijoter. Et pendant ce temps, tu fais les devoirs de tes enfants ou tu bouquines un peu, tu peux faire autre chose. Mais effectivement, ça peut être intéressant de préparer un tout petit peu en amont, mais sans forcément rentrer tout de suite dans un batch cooking qui va nous prendre tout le dimanche après-midi, quoi. Mais s'organiser un petit peu.
Donc ça, c'était pour le repas de midi. Après, souvent, on peut avoir un petit peu faim au goûter. Donc vers l'heure du goûter, entre 16h et 18h, on peut remanger encore quelques fruits. On peut manger quelques fruits séchés, quelques oléagineux. Ça peut être effectivement intéressant. Ou se faire un smoothie. Si par exemple, on n'en a pas mangé le matin, on peut tout à fait se faire un smoothie à 16h. Et après, le soir, tout dépend. Moi, je dis toujours tout dépend parce que je suis attachée aussi à l'alimentation, à quand manger cru en fait et quand manger cuit. Il y a eu beaucoup d'informations sur l'alimentation crue. Moi, je suis tout à fait pour, mais je préfère que les personnes mangent cru quand il fait jour et qu'elles ont chaud et qu'elles se gardent l'alimentation cuite plutôt le soir, les soirs d'hiver ou d'automne. Donc, en fonction de la saison, s'il fait beau, on peut tout à fait se faire une belle assiette de crudité, quitte à manger quelques légumes cuits derrière. Tu vois, ça peut être. Moi, j'adore les moules en papillotes. J'adore les moules en papillotes parce que je trouve que tu peux faire plein de choses. Tu peux mettre des petits légumes, des oignons, des feuilles de laurier, un petit peu d'huile d'olive, un filet de citron. Tu cuis ça un petit peu à l'étouffée au four. Ça prend à peine 10 minutes. Ils sont encore un petit peu croquants derrière. C'est super bon et c'est pas énormément de travail à préparer. Et s'il fait beau, attention de ne pas les faire avec de l'aluminium, hein. Attention à pas les faire aluminium. Oui, alors il existe des moules en fait. Quand je parle des moules en papillotes, effectivement, merci de le dire, ce sont des moules tout prêts. Je crois que c'est en silicone, si je me rappelle bien. Et si on n'en a pas, c'est pas grave. On prend juste un plat pour aller au four qu'on va recouvrir. Voilà, bon, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut trouver. Et s'il fait beau, là, on peut partir sur une belle assiette de crudité. Et puis la bonne nouvelle, quand on mange cru, on peut ajouter aussi pas mal de fruits crus. Donc on peut vraiment se faire une belle salade verte avec plein de légumes, toutes sortes de légumes, du fenouil râpé, du céleri branche, des carottes, des betteraves, des tomates, de la courgette râpée. Là, l'autre jour, j'ai fait un taboulé de chou-fleur qui était absolument délicieux. Tu vois, j'ai pris un chou-fleur et un chou romanesco que j'ai râpé au robot et j'ai rajouté dedans des graines de courge, du persil, de l'origan, de l'huile d'olive et ça fait un taboulé végétal. C'était absolument délicieux. Vraiment, je te garantis que si tu prends un taboulé végétal comme ça, tu accompagnes avec un petit peu de salade et quelques légumes, soit cuits en papillote, soit cuits au four, derrière, tu n'as plus faim. Et c'est ça qui est génial, c'est que souvent les gens se disent « Ah, mais si il n'y a pas de pain, ou il n'y a pas de céréales, ou si j'ai pas mon morceau de viande, je vais forcément avoir faim. » Eh bien non, véritablement, comme le corps a ses bons nutriments, il n'a pas faim derrière. Oui, puis ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que d'avoir aussi du volume, tu vois. Par exemple, tout ce qui est salade, ou les fruits, ça fait du volume et donc c'est satisfaisant aussi pour l'esprit. Et ça va donner ce sentiment de satiété déjà avec ce volume. Oui, exactement. Et puis en plus, il y a pas de restriction au niveau des quantités. Si tu as envie de manger 2 gros bols de haricots verts, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de restriction sur les quantités. Donc on peut vraiment manger à sa faim et se faire plaisir. Et ça, c'est important. Et ça rassure vite. Les gens sont très, très vite rassurés. Quand ils appliquent cette méthode, ils sont très vite rassurés. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Mais c'est incroyable, je pensais que j'allais avoir faim et pas du tout. » Et souvent, ce sont des femmes en fait qui m'écrivent. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, les hommes rejoignent le programme avec elles parce que ils perçoivent en fait que finalement, ça se fait beaucoup plus facilement que ce qu'on imaginait. D'ailleurs, peut-être si tu es d'accord, on proposera sur nos réseaux sociaux peut-être une recette ou une journée type comme ça pour du programme du Avec livre. Plaisir. Pour donner, oui. pour s'approprier ces recettes-là dont tu parles. Un autre sujet, est-ce qu'il y a en parallèle des compléments alimentaires qui permettraient de limiter l'envie de grignotage, notamment quand c'est du sucre? Et puis par rapport au sucre, je te poserai aussi ensuite la question, parce que ça peut être quand même lié, du soupçon de Candida albicans. Est-ce que quand on a une appétence forte de grignotage pour le sucré, on peut s'imaginer qu'on peut avoir ce champignon Candida albicans à l'intérieur de soi? Alors oui, tout à fait. Effectivement, quand on a une appétence pour le sucre, c'est une cause probable. Alors la bonne nouvelle pour le Candida albicans, c'est que c'est quelque chose qu'on peut aller vérifier avec une prise de sang. Je suis même pas persuadée qu'on ait besoin d'une prescription pour ça. Je crois même qu'on peut aller dans un laboratoire et la demander. Et on peut aller effectivement vérifier si on a ce candida. Et généralement, la deuxième chose qui est reliée à l'appétence du sucre, c'est la fatigue. Donc généralement, s'il y a une fatigue qui est quand même très importante, plus une appétence pour le sucre, bien souvent,
la cause peut être le candidat albicans. Donc ça peut être intéressant effectivement à vérifier. D'accord, très bien. Alors dans ton programme, il y a une deuxième partie, une deuxième étape, cette fois-ci en 21 jours. Qu'est-ce qui change par rapport à cette première étape d'attaque? Est-ce qu'il y a d'autres recettes dans cette seconde étape? Comment ça se passe? Alors le grand changement pendant ces 21 jours, c'est qu'on va pouvoir manger de tout. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'une fois qu'on a passé le cap de ces 7 jours, on était un petit peu dans la restriction. Là, on va pouvoir manger de tout à condition de bien gérer ses excès. Donc là, on va réintégrer toutes les protéines. On peut réintégrer effectivement les farines. On peut réintégrer le bon sucre. Il va simplement falloir le placer au bon endroit dans la journée. Donc le matin, par exemple, on va pouvoir prendre des petits déjeuners plus protéinés, par exemple. À midi, pareil, on va pouvoir manger un petit peu plus de poisson, de viande. Et entre 16h et 18h, c'est là où on va pouvoir manger quelque chose de plus sucré et puis avoir un repas un petit peu plus léger. Est-ce que tu veux que je détaille un peu plus dès maintenant ou est-ce qu'on le voit je veux bien, un petit peu plus volontiers. tard? Oui. Voilà. Alors effectivement, pendant ces 21 jours, on va mettre l'accent sur l'alimentation liée à la chronobiologie alimentaire. Alors, le principe de la chronobiologie alimentaire, c'est que le corps, il a besoin de certains nutriments à certains moments de la journée pour développer nos neurotransmetteurs. Donc le matin, par exemple, on a besoin de manger des aliments qui sont riches en tyrosine, parce que la tyrosine, en fait, elle va, déployer notre sérotonine qui va avoir un rôle très très important sur l'activité cérébrale, l'appétit, l'humeur, le sommeil, la joie de vivre et le calme aussi. Donc le matin, moi j'aime bien proposer les aliments à base de fromage par exemple, mais ça peut aussi être le jaune d'œuf. Donc œuf à la coque par exemple. Alors le jaune d'œuf, moi je préfère quand il est mangé cru, mais après on peut tout à fait aussi se faire des œufs brouillés ou un œuf sur le plat. Tout ce qui est produits laitiers, le chocolat, si c'est un bon chocolat de bonne qualité, comme le chocolat cru, par exemple, qui est d'ailleurs considéré comme un super aliment. Donc ça peut être intéressant de le manger, par exemple, avec des flocons d'avoine. Et tu vois, si on veut sucrer un petit peu quand même ça, le parce matin... que c'est vrai qu'on on s'imagine pas sinon manger des carrés de chocolat le matin, mais avec des flocons, ça va. Le chocolat cru, avec des flocons d'avoine. Et si à la limite, tu veux sucrer un tout petit peu, mais légèrement, tu peux prendre un sucre plus naturel, comme le sucre de coco, par exemple. Ça passe super bien. Donc ça peut être un petit déjeuner, mais aussi toutes les amandes, les noix de cajou. Ça, ce sont des aliments qui sont importants le matin. Après, ça n'empêche pas de manger des fruits, des oléagineux. On peut aussi manger une charcuterie de bonne qualité si elle n'est pas trop grasse. Toutes les personnes qui ne sont pas végétariennes peuvent aussi manger ça le matin. On n'oublie pas effectivement de rajouter du vivant. Donc moi, je suis extrêmement attachée à ça. Donc que ce soit des graines germées. Donc si tu te fais une petite tartine avec un bon pain de bonne qualité aux graines ou un pain de petit épeautre, avec un bon fromage par exemple de brebis, on peut rajouter quelques graines germées par-dessus et pourquoi pas quelques bâtonnets de carottes ou de concombres pour ramener du vivant, ramener de la vie en fait dans l'assiette. Donc ça, c'est pour le matin. Est-ce qu'on peut favoriser des fringales l'après-midi en sautant ce repas du matin ? Alors généralement, moi de mon expérience, de ce que je vois dans ma clientèle, moi j'ai beaucoup de personnes effectivement qui pratiquent le jeûne intermittent et qui ne sont pas tant que ça sujettes aux fringales l'après-midi. C'est pareil, c'est le corps en fait est en train de prendre une nouvelle habitude. Donc ça, au début, peut-être qu'on peut avoir des fringales effectivement le temps que le corps comprend que on est en train de prendre cette nouvelle habitude. Et une fois qu'il est calé sur son nouveau rythme, théoriquement, ça devrait bien se passer. Moi, je suis assez pour effectivement le jeûne intermittent, surtout le matin, parce que c'est vrai que si on en revient à ce que je disais au départ, où on cherche à favoriser l'auto-guérison, c'est sûr qu'en mangeant le dernier repas à 19h ou maximum 20h le soir, si tu remanges pas avant 12-13h le lendemain, ça te fait quand même une plage horaire où le corps, en fait, il peut se soigner. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de le pratiquer, je trouve. Alors, on enchaîne du coup sur le repas du midi. Voilà, et donc le repas du midi, effectivement, on garde l'habitude qu'on a prise pendant la cure d'attaque, où on va manger une assiette de crudités avec 3 couleurs différentes. Donc là, on s'éclate, on met des graines germées, des graines de courge, voilà, on se fait une bonne petite vinaigrette. Et après, le midi, tout dépend. Est-ce qu'on est végétarien, pas végétarien? Donc, si on n'est pas végétarien, c'est là où notre capacité de digestion est à son maximum. Donc, on va pouvoir privilégier effectivement les poissons, les viandes blanches. On va favoriser aussi tout ce qui est légumineuses, les avocats. Ça, ce sont des bons aliments. Toujours des légumes. Et moi, je dis toujours, avant de mettre les protéines animales dans l'assiette, ou les protéines tout court, on commence toujours par remplir son assiette de légumes.
Et ensuite seulement, on va venir rajouter la protéine. Parce que sinon, on a tendance à mettre beaucoup de protéines et à garder une petite place pour les légumes. Alors que fonctionner à l'inverse, ça nous fait manger plus de légumes et du coup, on sera rassasié aussi plus rapidement. Donc ça, c'est, tu vois, pour le midi, ça peut être des idées. Mais après, pour les personnes végétariennes ou véganes, c'est là où il faut miser sur tout ce qui est légumineuse, les pois chiches, les pois cassés, les haricots azuki. Moi, j'aime beaucoup les légumineuses parce que je trouve qu'elles se marient très bien moi, je fais souvent ce qu'on appelle des potées, tu vois, où je mélange un petit peu plein de légumes, plein de légumineuses ensemble. Ça cuit, voilà, ça mijote un petit peu. Puis après, bah voilà, tu peux en avoir aussi pour 2 ou 3 jours. C'est assez intéressant. Puis c'est très très nutritif. Après, ce qui est important, par contre, après le repas de midi, c'est que souvent il y a un petit peu le travers du dessert. C'est là où parfois il y a du craquage, tu vois. Donc les gens, ils aiment bien manger une petite note sucrée après le dessert. Donc là, moi, je préconise quand même que le sucre soit plutôt placé à l'heure du goûter et pas forcément après le repas de midi, parce que souvent ça va favoriser en fait l'envie de remanger du sucre derrière, et surtout ça va complètement casser la digestion. Manger du sucre après le repas, ça te casse ta digestion. Soit ça la ralentit, soit ça, j'ai envie de dire, ça peut presque l'anéantir. D'où souvent, tu sais, le coup de barre après le repas de midi. Alors que si tu fais crudité, protéines plus légumes, généralement, tu tiens super bien jusqu'en fin d'après-midi et tu n'as pas ce fameux coup de barre. Donc ça peut être assez intéressant. Et après, donc pour le goûter, là, il y a 2 écoles, sucré-salé. Alors dans le cadre du grignotage, je miserais quand même sur un goûter plus salé que sucré. Parce que ça permet effectivement d'être rassasié beaucoup plus rapidement et donc de pas relancer cette machine, tu vois, de regrignoter derrière. Donc tout ce qui est avocat, même une petite tartine avec du houmous ou même pourquoi pas un petit morceau de fromage vers 17h avec un morceau de pain et quelques petits légumes crus, c'est toujours plus intéressant que de manger la moitié d'une tablette de chocolat au lait avec des gâteaux, quoi. Voilà. Mais pour les personnes qui ont envie de manger du sucre, c'est là où on peut effectivement miser sur le bon chocolat. On peut de temps en temps s'octroyer une pâtisserie de bonne qualité qui fait bien plaisir. C'est pas parce qu'on mange une bonne pâtisserie qu'on va grignoter derrière. En tout cas, la meilleure place du sucre, ça peut être des fruits secs comme les dattes ou des figues bien sèches. Bien sûr, des dattes, des pruneaux, tous les aléagineux. Je parle de la pâtisserie parce que voilà, parce que je suis une inconditionnelle quand même. Moi, j'aime bien encore une fois de temps en temps. Puis c'est vrai que voilà, les personnes qui découvrent un petit peu cette nouvelle alimentation, elles ont encore envie de garder ces petits plaisirs. Donc voilà, le sucre plutôt entre 16h et 18h. Et après le soir, c'est toujours bien de remanger soit des soupes, soit des salades si on est au printemps ou en été. Mais ça peut être aussi des légumineuses si on n'en a pas mangé le midi. En tout cas, l'important, c'est de manger des choses qui se digèrent bien et de pas être dans l'excès de nourriture, parce que le corps, le soir, va avoir besoin de repos. Il va avoir besoin de bien digérer. Il va avoir besoin de se recharger d'un point de vue énergétique et aussi d'un point de vue du système immunitaire. Donc, on reste quand même sur des aliments, voilà, légumineuses. Ça peut être aussi, pourquoi pas manger un bon plat de pâtes. Alors, moi, j'aime bien les pâtes sans gluten le soir parce qu'elles sont plus digestes que celles avec gluten. Mais ça peut être, voilà, un bon plat de pâtes avec quelques bons légumes à côté. Et après, l'idée, c'est de se faire une bonne nuit pour bien se reposer. Donc, l'idée, là, tu vois, c'est vraiment d'être sur des aliments qui vont nourrir le corps en profondeur. C'est de miser aussi sur tous les jus de légumes, les eaux parfumées au citron, à la carotte, au concombre, et tous ces nutriments vont nourrir le corps en profondeur. Et théoriquement, on ne devrait plus, après cette cure d'attaque et cette mise en place, avoir envie de grignoter. Eh ben c'est parfait, tout ça. Merci beaucoup, Esther. Est-ce que, en conclusion de ce podcast, on pourrait avoir une petite trousse anti-grignotage pour la suite, une fois que finalement on s'en est libéré si on suit ce programme? Voilà, quelque chose qui nous permettrait de consolider ces acquis. Oui. Alors, dans la trousse anti-grignotage, alors moi, j'aime bien toujours les oléagineux, donc toutes les noisettes, les noix de cajou, les amandes, les noix du Brésil. Toujours, ça, c'est vraiment des aliments. Ce sont des super aliments, en plus riches en protéines, et ce sont des bons gras.
Après, tout ce qui est à base de spiruline aussi. La spiruline, c'est un super aliment anti-grignotage. Donc, on trouve aujourd'hui dans les magasins bio des barres de céréales à base de quinoa, de bon miel, avec de la spiruline. Alors, ça peut être surprenant à goûter, mais bon, moi, je pratique pas mal et j'aime beaucoup. Et pour les personnes qui n'aimeraient pas trop la spiruline, c'est vrai que dans ces barres-là, elle a pas ce goût tellement prononcé qu'on peut parfois avoir dans la spiruline en paillettes. Et puis après, il y a aussi le chocolat, mais le bon chocolat. Il y a du chocolat cru qui existe, des tablettes de chocolat cru. Et là, effectivement, tu manges un carreau de chocolat cru. T'as pas envie de te manger la moitié de la tablette comme une tablette de chocolat normale. Et après, voilà, toutes les petites barres de céréales, les fruits. Tous les fruits de saison, les bananes qui sont hyper rassasiantes et puis c'est très bon pour la santé. Voilà, donc tous ces aliments-là, l'idée c'est d'en avoir. C'est plein de potassium les bananes. C'est plein de potassium, ouais. Donc l'idée c'est d'avoir toujours un petit peu sur soi, un petit peu cette trousse à la maison, dans son sac, d'en avoir au bureau. Comme ça, si jamais on a un petit craquage, on peut piocher dedans. Et puis petit à petit, l'idée c'est d'avoir le moins de craquage possible, mais après. Une fois qu'on en est complètement libéré, on va pouvoir grignoter ça de temps en temps et ça fait toujours plaisir et ça aussi c'est important le plaisir. Bien sûr, c'est bien, on finit sur cette note du plaisir parce que l'idée, on est quand même des bons vivants et puis on est dans une culture française aussi de la gastronomie, donc on aime bien manger, donc c'est important, toute cette créativité culinaire, que ce soit beau et sain et riche en même temps. Un immense merci Esther Schmitt d'être revenue beaucoup faire à toi, un tour, je t'en prie, dans Métamorphose pour éclairer nos grignotages et nos fringales en tout genre. Je rappelle le titre de ton livre « Je me libère du grignotage » aux éditions Erol. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur Internet à l'adresse www.estherschmitt.com. Merci infiniment et à bientôt. À bientôt, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.